Ecorama, émission spéciale enregistrée depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. 26e édition, Boursorama, comme chaque année, partenaire de ce rendez-vous incontournable. Votre invité à présent, c'est Stéphane Boujna, le président d'Euronext. Bonjour. Bonjour. Toujours un plaisir de vous avoir. Le plaisir est partagé. Bon, il faut qu'on parle quand même de ce qui se passe actuellement dans le monde économique et sur les marchés. On a quand même des bourses européennes qui sont... et américaines d'ailleurs, qui gagnent quasiment 10% depuis le début de l'année. Le pétrole, il est à peine à $70 aujourd'hui. Malgré tout le chaos du premier semestre, la guerre en Iran, les marchés boursiers au final s'en tirent bien. C'était pas écrit. Non, mais les raisons pour cela sont multiples. D'abord, il ne faut jamais perdre de vue que les marchés boursiers reflètent la performance ou les anticipations de performance des grandes entreprises ou des entreprises qui sont plutôt les plus grandes et ne reflètent pas la performance de toute une économie. Et donc ce qu'on a vu au moment des plus grandes difficultés de la crise iranienne, où les prix des hydrocarbures ont beaucoup augmenté, on a vu des grandes entreprises dont la valorisation, à part quelques secteurs très particuliers, n'était pas réellement affectée. Et puis un sentiment d'inconfort, de crise dans beaucoup de PME et dans beaucoup de secteurs. Tout simplement parce que les petites entreprises ne sont pas cotées, les PME, les entreprises moyennes, les ETI ne sont pas cotées, dont leurs difficultés ne sont pas reflétées par la bourse. Donc il y a d'abord un biais de perception qui est que quand on parle des marchés, on parle des marchés actions et des marchés dettes, mais sur les marchés actions, on parle des entreprises qui ont des entreprises ou des entreprises plutôt plus grandes. La deuxième chose qui s'est passée, qui explique cette performance, c'est que les résultats qui ont été publiés par les entreprises au premier semestre étaient plutôt bons ou très bons. La troisième chose, c'est qu'il y avait un consensus dans les marchés qui était de dire, finalement, cette guerre, ce conflit est assez circonscrit géographiquement et assez probablement circonscrit dans le temps. Le consensus, c'était, ça ne va pas durer très longtemps, ça va se calmer, ça ne va pas s'enliser. Après tout, il n'y a que 5% du commerce mondial qui passe par le détroit d'Ormuz. Certes, 20% des hydrocarbures. Certes, c'est bon. Mais il n'y avait pas un sentiment de quelque chose de systémique et dramatique comme le Covid, par exemple. Et puis l'autre chose, enfin, c'est que l'Europe et les États-Unis ont été moins affectés que l'Asie. Et donc en Asie, le débat est plus nuancé parce qu'il y avait un plus grand impact de l'augmentation du prix des hydrocarbures. Donc pour toutes ces raisons, on se retrouve à un moment où le CAC est remonté au-dessus de 8003, alors que, rappelons-le, et c'est exactement l'analyse que vous faisiez, en janvier 2020, avant le Covid, avant la guerre en Ukraine, avant l'inflation, avant la crise de l'énergie, avant l'Iran, le CAC 40 était autour de 6000 points. Et on est passé de 6000 à 8400 points en dépit de tous ces événements. Donc il y a une performance des entreprises mondiales qui est excellente. Pourquoi le CAC 40 il est en retrait toujours par rapport à ses homologues européens? Je ne parle même pas des États-Unis. Non, mais ça, j'en tirerai pas des conclusions excessives. Il faudrait rentrer dans les performances sectorielles. Il y a eu une correction sur le luxe en particulier, compte tenu de ce que j'indiquais il y a quelques instants. D'une part, les effets plus forts de la crise en Iran sur les marchés asiatiques, et d'autre part, la situation, le ralentissement de l'accélération en Chine. Donc, quand on rentre dans les détails secteur par secteur, vous avez aussi des secteurs qui ont performé remarquablement, notamment l'aérospatiale et la défense, sur lesquels il y a de très belles entreprises cotées en France qui progressent plus que leurs homologues américains. Puisqu'on parle des Américains, tiens, Stéphane Boujna, SpaceX qui réussit son IPO, son introduction en bourse à Wall Street, ça vous fait rêver? Non. On aimerait avoir un SpaceX en Europe quand même, non? Non, enfin bien sûr qu'on aimerait avoir des entreprises qui font revenir les fusées et qui font l'Internet dans des conditions de très grande résilience sur toute la planète, bien sûr. Mais c'est un groupe qui ne gagne pas d'argent, donc quelques activités principales étant les satellites Starlink sont profitables. Et donc c'est un pari sur des promesses futures. Il y a eu une correction assez significative après l'IPO, comme vous avez vu. C'est remonté un petit peu depuis. C'est remonté un petit peu, bon. Ça reste une opération vous n'en avez pas acheté. Je en déduis que vous n'en avez pas acheté du SpaceX. D'abord, je n'achète pas d'actions en direct, mais si j'avais pu en acheter, j'en aurais pas acheté. Pour ces raisons-là? Parce que moi, je n'achète des actions que des sociétés qui réalisent des profits.
Quand je peux acheter des actions, c'est-à-dire quand j'achète des actions de sociétés privées, mais comme je ne peux Quand pas. est-ce qu'on aura des gros poids lourds qui vont s'introduire en bourse? Mais on a des gros poids lourds qui s'introduisent. Non, mais vraiment du très lourd, qui va lever 80 milliards de dollars comme SpaceX. Peut-être pas 80 milliards de dollars, parce que ça c'est très exceptionnel, même aux États-Unis. Oui, c'est vrai. Même aux États-Unis. Mais enfin, sur les marchés d'Euronext, depuis quelques semaines, on a eu quoi? On a eu cette société de l'aérospatiale et de la défense, enfin, Tchécoslovaque Group, qui maintenant s'appelle CSG, qui est rentré en bourse pour une valo de l'ordre de 25 milliards d'euros. Bon, c'est considérable. Il y a eu une opération encore dans l'aérospatiale et la défense avec Kongsberg Maritime. KNDS qui repousse son introduction en bourse. Oui, mais ça, c'est parce qu'il y a eu la semaine dernière un peu de volatilité sur un des comparables allemands de KNDS à la suite d'une décision du gouvernement allemand dont les marchés ont considéré qu'elle impacterait plus ce comparable. Et donc, il y a eu un petit faux plat dans les valorisations du secteur de la défense en Allemagne. Et donc, je ne sais pas si elle est repoussée, mais il y a une pause sur le processus, le temps que les marchés se stabilisent. Je ne suis pas inquiet là-dessus. C'est une magnifique entreprise qui a tout à fait sa place sur la bourse de Paris et de Francfort. 2026 sera une meilleure année en matière d'introduction en bourse en Europe. Je pense, ce qu'on a vu déjà depuis 6 mois est assez impressionnant. C'est comme le maillon faible, quand même, ces introductions en bourse en Europe. Oui, quand on se compare encore par rapport aux Américains. Oui, mais sur Euronext, il faut jamais oublier qu'il y a une très grande différence entre les marchés peu profonds et qui sont petits, comme le marché suisse, le marché allemand et le marché britannique, et le marché d'Euronext, qui aujourd'hui fait 7 000 milliards, presque 7 000 milliards de capitalisation boursière agrégée, qui fait à peu près entre 13 et 15 milliards de volume par jour. Et il faut comparer cela avec un marché action à Londres qui est 3 fois plus petit, ou 2 fois plus petit en tout cas en capitalisation boursière agrégée, définitivement 3 fois plus petit en volume. Donc aujourd'hui, la liquidité en Europe, elle est sur le marché Euronext, et c'est pour ça qu'on attire une part disproportionnée de ces introductions en bourse de taille significative. Donc moi, je ne suis pas du tout inquiet sur le momentum pour 2026. Est-ce que vous êtes inquiet ou pas sur ce narratif de marché autour de l'IA qui nous dit en gros que ça sera source d'abondance, que l'IA va nous aider à résoudre tous nos problèmes, les problèmes de l'humanité, les maladies, que ça finira par accélérer la croissance? Do you buy it, Stephen? Non, mais je crois que c'est comme toutes les révolutions technologiques. D'abord, on est en meilleure position si on anticipe les transformations et si on essaye de les, comme on dit en anglais, les embrasser, de les adopter plutôt que de les subir. Je pense aussi qu'il vaut mieux qu'il y ait une opportunité énorme dans cette révolution, qui est que ça va très vite. La position d'incumbent, c'est-à-dire les positions acquises, sont beaucoup plus courtes, sont beaucoup plus fragiles. Donc il y a des opportunités de rattrapage pour les Européens, indiscutablement. Il y a beaucoup d'argent qui est investi par les hyperscalers, mais il n'y aura pas le retour sur tous ces investissements, comme au début de... Donc ça veut dire que les valorisations aujourd'hui, parfois, sont délirantes? Je ne sais pas si elles sont délirantes, mais compte tenu de ces niveaux d'investissement, si on essaye de réconcilier les montants d'investissement dans certains de ces projets, le prix auquel ces entreprises facturent aujourd'hui leurs prestations et la valorisation de l'économie réelle traditionnelle, on n'arrive pas à fermer le triangle. Donc probablement qu'il y a sur ces valorisations-là une situation dans laquelle tout le monde ne gagnera pas d'argent dans des investissements à des valorisations aussi élevées. Et d'ailleurs, on voit dans la concurrence entre OpenAI et Anthropic des moments de cette nature. Le BlackRock Institute dit que anticipe en tout cas des taux d'intérêt plus élevés pour plus longtemps. Et on se dit que si c'est vrai, ça peut changer la donne pour le marché de la dette et aussi pour les marchés actions. Bien sûr, bien sûr. C'est assez classique. Un renforcement des taux, ça va avoir beaucoup d'effets. Le principal dont on ne parle pas assez, c'est la dette souveraine, et notamment en France. On oublie qu'on emprunte en France, quand les OAT, enfin, toute la dette souveraine avec des maturités moyennes à 7 ans environ, et que là on est en train de remplacer des échéances qui ont été émises à des taux négatifs ou à 1% il y a 7 ans. Et donc, plus les taux les marchés ne s'en émeuvent pas plus que ça. Oui, mais plus là, on est rentré dans une situation où, à nouveau, les taux français sont supérieurs à 10 ans aux taux pour l'Italie ou pour la Grèce et bien sûr pour l'Espagne. Vous êtes inquiet pour la dette française, pour notre capacité? Aujourd'hui, en tout cas, la France se finance sans tracas sur les marchés financiers. Je ne suis pas inquiet sur la solvabilité et la liquidité, parce que ce que nous disent les marchés, c'est que vous, les Français, vous êtes addicts à la dépense publique. Bon, on a une relation dealer-junkie, c'est-à-dire qu'on vous en donne, mais vous payez de plus en plus cher.
Et nous, on est addict, on est dans un processus d'addiction, on sait que ça fait plaisir sur le moment, la dépense publique, mais on sait que c'est mal dans la durée, mais on en consomme quand même. Et eux disent, d'accord, mais c'est plus cher. Et ça peut durer comme ça assez longtemps, mais la réalité... Ça dure jusqu'à quand? Ça dure jusqu'à un moment qui n'a rien à voir avec un choc d'overdose, qui est l'effondrement physique lent, mais qui a déjà commencé. C'est-à-dire que quand vous allez, là cette année, on va payer 77 milliards d'euros à nos créanciers. L'année prochaine, probablement plutôt, 82, 85. C'est-à-dire que l'année prochaine, on va payer, l'année des présidentielles, l'année où on va élire notre président de la République, on va payer plus à nos créanciers que ce que nous payons pour former tous les enfants de France et les jeunes de France de l'école maternelle au lycée. L'année d'après, il est très probable qu'en 2028... 100 milliards. Ouais, ça veut dire... Je vais vous donner deux chiffres qu'on peut rapprocher. L'impôt sur le revenu, ça rapporte à peu près 92 milliards. C'est-à-dire que tous les impôts sur le revenu payés par tous les Français qui sont ou les résidents fiscaux français qui sont ici et d'autres vont être consacrés intégralement à payer nos charges d'intérêt. Donc le débat démocratique, quand on fait la loi de finances, imaginez, vous rentrez au Parlement et vous dites, l'impôt sur le revenu, ça n'existe pas, c'est pour payer les créanciers. De toute façon, on va dépenser plus pour nos créanciers que pour former les enfants de ce pays. On est quand même donc je ne suis pas inquiet sur la solvabilité et l'équité, je suis très anxieux sur la soutenabilité d'un système où tout le travail sert à payer des créanciers au détriment des... Bien sûr. C'est comme un ménage qui déciderait, alors qu'il doit envoyer ses enfants faire des études dans une grande ville à côté ou de refaire le toit de la maison, etc., qui déciderait non, on ne va pas faire ça. Par contre, on va prendre du crédit à la consommation pour se payer des week-ends dans des pays où il fait bon et pour s'acheter des fringues de bonne qualité et très chères. Et vous avez un moment où si vous empruntez pour du crédit à la consommation, vous n'êtes pas dans la même situation que si vous empruntez pour investir pour le futur. C'est ça la situation. C'est ce pourquoi je suis, moi, très inquiet. D'autant qu'on va arriver en année présidentielle. Qui peut se faire élire sur un programme d'économie sur la dépense publique ou d'hausse d'impôts? Mais qui mérite de l'être s'il ne dit pas la vérité et qui mérite d'être devenir président de la République s'il propose de continuer l'addiction dans laquelle nous sommes entrés? Qui mérite d'être président de la République s'il fait croire que le système actuel est soutenable? C'est ça ce que je pense sincèrement. Pour revenir sur les marchés, je lisais l'autorité des marchés financiers qui alerte sur les vulnérabilités des marchés financiers entre l'instabilité géopolitique, les valorisations élevées, la concentration, on n'a pas évoqué la concentration des performances sur quelques valeurs en Europe et surtout aux États-Unis, ce qui ferait dire que la hausse des marchés, elle est peut-être plus fragile qu'elle n'en a l'air. Mais de toute façon, les marchés américains doivent être retraités de la performance de ces GAFAM. Les GAFAM sont dans une position unique sur la planète, ce sont des collecteurs d'impôts planétaires. C'est-à-dire que vous et moi, nous consacrons une partie de nos revenus à payer à des gens qui ont un pricing power, une capacité à collecter de l'argent chez tous les habitants de la planète quand ils achètent un moteur de recherche, quand ils achètent un smartphone, quand ils achètent des systèmes d'exploitation pour leur PC, etc. Et donc, cette situation-là est très particulière et concerne un tout petit nombre d'entreprises, moins de 10 aux États-Unis. Et il est normal de se former une opinion sur la performance des marchés indépendamment de cette situation très particulière qui concerne une dizaine d'entreprises planétaires. Un petit mot quand même d'Euronext. Vous avez affiché un trimestre record, 530 millions d'euros de chiffre d'affaires, au premier trimestre 216 millions d'euros de bénéfices. Ça fait 8 trimestres que la croissance des bénéfices est à 2 chiffres chez Euronext. Ça peut durer combien de temps cette histoire? Aussi longtemps que nous travaillerons dur. Comme je dis souvent, se reposer ou rester libre, il faut choisir. Nous, on a Thucydide. Thucydide. Je la connais maintenant, celle-là. Vous la connaissez, mais il est bon de la répéter. Nos jours en seront prolongés. Mais surtout, tant qu'on travaille dur, qu'on arrive à poursuivre la diversification de l'entreprise, qu'on arrive à intégrer avec beaucoup d'efficacité les actifs qu'on achète, comme la Grèce, la bourse d'Athènes qui a rejoint le groupe il y a quelques mois, eh bien on va continuer ce processus. Moi, j'ai aucune raison de penser qu'à moyen terme, cette ambition puisse se ralentir. Stéphane Bougelin, avant de se quitter, vous quitterez votre poste en mai 2027. Mais vous savez que le redressement d'Euronext, la transformation d'Euronext, c'est vous.
Oui, non, c'est pas moi. La transformation d'Euronext, c'est... Non, mais pourquoi ne pas rempiler? Ma question, c'est pourquoi ne pas rempiler? Est-ce que vous aurez votre mot à dire sur le successeur? J'aurais fait 3 mandats de 4 ans. J'aurais fait 12 ans à la tête de l'entreprise. Effectivement, quand je suis arrivé, l'entreprise valait entre 1,5 milliard et 2 milliards. Maintenant, elle vaut 15 milliards. L'entreprise est désormais entrée au CAC 40. L'entreprise a intégré les marchés de capitaux en Norvège, en Irlande, en Italie, en Grèce et plein d'autres objets de diversification. Donc, avec toute l'équipe qui a travaillé avec moi là-dessus, notamment Camille Bedin, Giorgio Modica et d'autres, on a fait un travail extraordinaire, je crois, dont on peut être extrêmement fier. Mais moi, je considère que quand on a fait 12 ans dans une entreprise, il faut laisser la place à des gens différents. Vous aurez votre mot à dire sur votre successeur? Dans le cadre de la gouvernance normale d'Euronext, qui est de participer à la sélection d'une shortlist de candidats internes. Vous avez déjà quelques noms en tête? Dans le travail qui consistera à comparer ces candidats internes avec d'éventuels candidats externes, c'est un travail qui est la responsabilité entière du conseil de surveillance. La bonne gouvernance, c'est que... Il sera annoncé quand? Bon, l'intention du conseil de surveillance, c'est d'annoncer cela soit à la fin de cette année, soit au tout début de l'année prochaine, pour une prise d'effet en mai 2027. Vous savez, la bonne gouvernance, c'est que le dirigeant dirige, le conseil de surveillance surveille, et que les choix de la direction générale sont faits, enfin pour le CEO, par le conseil de surveillance. Et c'est une bonne gestion qu'il faut préserver, parce que sinon, si tout le monde s'occupe de choisir le chef, ça devient très compliqué. On se reverra d'ici là. Ben, j'espère. Il y a intérêt. Merci à vous. Entretien donc avec Stéphane Boujnah, le président d'Euronext, invité d'Ecorama, enregistré aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Merci. Merci à vous.